C'était un pari risqué. Les Gilets jaunes allaient-ils être au rendez-vous pour célébrer jour pour jour les 3 mois de leur mouvement? Un dimanche qui plus est 24 heures après les défilés de l'acte 14. Eh bien, ils ont été nombreux à répondre à l'appel, presque autant que la veille. Lucides sur ces 3 mois de mobilisation et le chemin qu'il leur reste à parcourir. Qu'est-ce que le mouvement a gagné en 3 mois? Rien. Le gouvernement ne nous a rien donné, à part soi-disant les 10 milliards, mais que je pense pas qu'il y en a beaucoup qui aient vu la couleur déjà pour commencer. Il a la tête dure, mais nous aussi. Nous, on en est, c'est le 14e aujourd'hui, on en est à notre 13e acte. Donc, vous voyez, je suis pas fatigué. On a vécu le gazage, le grenadage, comme tout le monde. On a vécu le mauvais temps, et vous voyez, on est encore là aujourd'hui. Donc, on va pas changer. Qu'est-ce que vous avez obtenu en 3 mois? Rien. On n'a pas obtenu d'acquis, rien. Par contre, on obtient la violence policière, la répression policière sur des manifestants pacifiques. On demande juste le droit de pouvoir vivre décemment pour la plupart des personnes, de pouvoir finir les fins de mois pour beaucoup, pour les personnes handicapées, âgées, les familles qui ont pour la plupart un emploi et qui ont du mal à joindre les deux bouts, et à partir du 10 du mois, plus personne n'a d'argent. Et ça, Macron ne veut pas l'entendre. Les gens n'en peuvent plus, ils ont faim. Le peuple a faim. Et quand le peuple a faim, le peuple se soulève. Mais si le gouvernement n'a rien concédé, le mouvement, lui, a comblé les cœurs. On est riche d'une fraternité, on est riche de valeurs, d'idéaux, chose que M. Macron ne partage plus, ni sa classe politique. Voilà, et donc on ne lâchera rien. Et on est en France quand même. Et aujourd'hui, si on est tous rassemblés, c'est parce que la France n'a plus ses valeurs. Il faut reprendre les valeurs et que tout le monde puisse vivre paisiblement. Et non, le mouvement ne s'essouffle pas. Pour certains, le mouvement des Gilets jaunes a fonctionné comme un révélateur des illusions véhiculées par notre société. Ouais, depuis longtemps, on nous abrutit, clairement, pour nous dépolitiser, pour pas qu'on s'intéresse aux choses, pour nous mettre dans une dictature avec de la soie autour. Donc on peut aller voir les matchs de foot, on peut regarder les séries américaines, on réfléchit pas trop et on voit pas tout ce qui se passe en haut. Quand on est vraiment sur le terrain, on se rend compte que ça gonfle, que les gens s'instruisent, s'éveillent, que des gens de convictions différentes, de religions différentes, de partis politiques différents se rassemblent. On se rend compte que pour la première fois, il y a un mouvement qui rassemble les gens et pas qui les divise. Fait notable, le défilé s'est déroulé sans incident avec les forces de l'ordre. Comme quoi, c'est possible. Pourtant, histoire de célébrer comme il convenait cet anniversaire, les Gilets jaunes entendaient bien fausser compagnie aux forces de l'ordre à la première occasion et partir en manifestation sauvage. Hélas pour eux, le ministère de l'Intérieur a eu vent de la rumeur. Des détachements bleu marine encadrent le cortège, prêts à barrer les rues à la moindre tentative d'échapper. À proximité du Champ de Mars, à la fin de la manifestation, Ingrid Levavasseur, éphémère animatrice d'une liste Gilets jaunes pour les européennes, est prise à partie tandis qu'elle donne une interview. La situation dérape, les caméras exacerbent les comportements. Elle est finalement exfiltrée par la police. Les Gilets jaunes vont ensuite jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Avenue de la Bourdonnais, ils seront à 2 doigts de réussir. Pour la France, moi. Moi, je vais mourir pour les Français, pour moi. Voilà. Les Français, je ne fais rien. Arrêtez ça, toute cette merde. Merci. Faut arrêter tout ça. Merci. On en a ras-le-bol. Merci. Putain. Cap alors sur la place de la République où un rassemblement est prévu. Une tentative d'occuper la chaussée provoque l'intervention des forces de l'ordre. Face à face tendu. Voilà, maintenant, vous y allez. Laisse ça, allez là. Elle est où la démocratie? Elle est où la démocratie? Voilà, vous avez des gens. Arrêtez. Faut discuter avec la parole ou avec les poings. C'est toi et moi maintenant. Ça ne concerne même plus ton uniforme. Ça concerne la façon dont tu m'as parlé. Espèce de racaille de la République. C'est une racaille de la République. Ta matraque, elle prouve, de toute façon. Ta tête, elle le prouve, vu comment tu réagis. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, monsieur, excusez-moi. Dites-moi. T'excites pas, voilà. Non, mais je suis pas excité, je suis énervé contre lui. Devant quelques journalistes, Maxime Nicole
revient sur l'attitude d'Emmanuel Macron au cours de ces derniers mois. À part mépriser une partie de son peuple qui souffre et le réprimer par la violence, c'est tout ce qu'il fait, en cachant des faits avec Benalla, d'affaires russes, de coffre-fort qui disparaît, d'argent qui disparaît, enfin plein de choses. Donc aujourd'hui on a un gouvernement qui est vérolé jusqu'au bout. Et ben, on attend qu'une chose, c'est que le peuple récupère la gestion de ce pays et qu'on en fasse un pays comme il était avant, c'est-à-dire un grand pays, qui a les bras ouverts et qui aime les gens qui sont à l'intérieur de ce pays et qui aime ce pays aussi. Encerclés, les manifestants n'ont d'autre choix que de se disperser en prenant le métro. Déjà, ils préparent l'acte 15. Ils étaient plusieurs centaines ce mardi 19 février, rassemblés sur la place du métro Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris. Une manifestation organisée autour d'un seul mot d'ordre, la lutte contre l'antisémitisme, contre son instrumentalisation et pour le combat contre toutes les formes de racisme. Aux manettes de cet événement, des organisations antiracistes et politiques, à l'image du nouveau parti anticapitaliste, du comité Adama, Solidarité Palestine ou encore du collectif Rosa Parks. Une autre manifestation, à l'initiative du Parti socialiste, s'est-elle tenue sur la place de la République. Mais pour les personnes que nous avons rencontrées, pas question de défiler aux côtés de pompiers pyromanes. Je suis venu pour ce rassemblement parce que le mot d'ordre me correspondait, à savoir la lutte contre les actes antisémites, mais aussi leur instrumentalisation. Donc du coup, c'est en réaction au rassemblement qui a lieu en ce moment à République, organisé par le PS, mais avec des invités qui, pour moi, n'ont aucune légitimité pour parler de lutte antiraciste. Je ne conçois pas qu'on puisse lutter contre le racisme avec Éric Ciotti, avec Laurent Wauquiez, ou avec La République En Marche qui expulse des enfants et qui vote des lois scélérates, des lois antisociales. Pour moi, ces appels des politiques, j'estime en premier lieu que ce sont eux les responsables de toutes ces divisions. À chaque élection, ils ont manipulé les gens sur l'islamophobie, sur l'antisémitisme. S'il n'y avait eu que République, franchement, je ne me serais pas déplacée. Heureusement qu'il y avait ce rassemblement à Ménilmontant, parce que là, c'est pas la propagande, quoi. C'est pas la manipulation, c'est des gens sincères. Je suis là à la fois pour se battre contre l'antisémitisme, mais aussi refuser l'instrumentalisation qui est en cours en ce moment, notamment par le gouvernement, alors qu'eux-mêmes, en fait, n'hésitent pas à avoir des propos racistes. Et je pense que si on est là, c'est pour dire, nous, on est pour lutter contre l'antisémitisme, on est pour lutter contre le racisme, mais par contre, on ne le fera pas en s'alliant avec ceux en fait, qui permettent ces politiques-là de monter. Je suis gilet jaune et je suis contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il était important qu'on manifeste ce soir. C'était plus prudent de se rassembler ici parce qu'à République, on pouvait tomber sur des éléments très hostiles aux gilets jaunes et peut-être très violents. Ces rassemblements interviennent dans un contexte particulier. Plusieurs actes antisémites ont servi à essentialiser le mouvement. Alors, les gilets jaunes sont-ils racistes ? Pour les personnes mobilisées à Ménilmontant, la réponse est unanime. C'est absurde. J'ai été l'un des premiers à condamner ce qui s'était passé. Effectivement, les relents antisémites de cette agression ne font pour moi aucun doute. C'est pour ça que je l'ai condamné publiquement tout de suite. Sauf que réduire le mouvement des Gilets jaunes à un mouvement antisémite, c'est intellectuellement malhonnête, mais en plus c'est complètement faux. Et c'est facile, en fait, pour délégitimer un mouvement, le qualifier de raciste, c'est l'une des meilleures façons de le tuer médiatiquement, politiquement et socialement. Il faut participer au mouvement des Gilets jaunes et lutter à l'intérieur contre le racisme, contre l'antisémitisme, parce que c'est pas une réponse, ça c'est certain, mais par contre on le fera pas non plus en juste disant voilà le mouvement des Gilets jaunes, on met tout ça à la poubelle et en fait c'est un mouvement antisémite, c'est pas vrai. Et par ailleurs tous les gens qui sont aujourd'hui au rassemblement de République, je pense qu'il y en a pas mal qui devraient balayer devant leur... Encore de traiter les Gilets jaunes de racistes, homophobes, antisémites, bon bah là c'est une petite preuve qu'ils sont pas antisémites et voilà, c'est juste ça. On fait partie du peuple, on aime la France aussi et voilà. Face aux manifestants, le gouvernement décide de sortir l'artillerie lourde. Ce que ne précise pas l'État, c'est que certains de ces blindés sont équipés d'une arme à utiliser en dernier recours. Un diffuseur lacrymogène. Cette information dévoilée par Marianne nous a été confirmée par un ancien gendarme mobile. Il a notamment servi au Kosovo, à la fin des années 2000, où il conduisait les mêmes véhicules blindés qui ont été déployés face aux Gilets jaunes à Paris. J'étais au Kosovo Eulex, à la mise en place de la mission de décembre 2008 à juin 2009, avec le colonel Massio. C'est bien du CS. Il s'agit donc du même gaz lacrymogène, contenu dans les grenades utilisées par les forces de l'ordre face aux manifestants. Mais le diffuseur lacrymogène serait capable de recouvrir jusqu'à 4 hectares, soit l'équivalent de 4 terrains de football.
Et selon le service de communication de la gendarmerie, une telle quantité de gaz lacrymogène n'a rien de dangereux. La forme de poudre à l'intérieur du VBRG, quoi. C'est plus concentré qu'une grenade lacrymogène. C'est hautement désagréable, d'autant que, comme je vous l'ai dit, c'est plus concentré qu'une grenade classique. Maintenant, non, c'est pas dangereux, quoi. Maintenant, vous n'êtes pas non plus censé rester dans le nuage, hein. Et de toute façon, évidemment, vous ne restez pas dedans parce que c'est extrêmement désagréable. Pourtant, pour Physicians for Human Rights, qui a étudié l'utilisation du gaz lacrymogène lors de conflits à travers le monde, l'utilisation du diffuseur lacrymogène serait catastrophique, même en cas de dernier recours. Ça pose des dangers graves pour la santé et surtout des risques pour les personnes qui sont parmi une foule qui sont vulnérables, c'est-à-dire les gens qui ont peut-être des maladies préexistantes comme l'asthme et certainement pour les gens aussi qui ont des maladies de peau par exemple. Et alors dans ce cas, l'utilisation de gaz lacrymogène dans une quantité énorme sur une foule énorme certainement pose des risques pour la santé et nous recommandons d'autres méthodes qui ne sont pas si indiscriminées et avec une arme qui n'est pas aussi dangereuse, même qui pose des risques mortels pour les manifestants. L'ONG a notamment étudié l'utilisation du gaz lacrymogène au Bahreïn. En 2011, le pays connaît un soulèvement populaire. Pour réprimer sa population, la police utilise des grenades lacrymogènes, jusqu'à 2000 par jour. Une utilisation intensive du gaz lacrymogène qui aurait causé la mort d'au moins 39 personnes, selon Physicians for Human Rights. C'est une arme chimique, ça c'est reconnu mondialement, et puisque c'est interdit comme arme de guerre, en tant qu'une arme qui n'est pas vue à tuer les personnes, mais plutôt à supprimer et à disperser une foule, c'est quand même classé comme une arme chimique. L'un des principaux fabricants de gaz lacrymogène, c'est la société française, Alcetex, leader européen des produits du maintien de l'ordre. En mai 2018, l'entreprise a signé un nouveau contrat pour fournir la police et la gendarmerie en gaz lacrymogène. Une société opaque. Sur leur site web, la page produit n'est pas accessible. Et l'entreprise refuse de communiquer la composition exacte de son gaz lacrymogène. Nous avons bien évidemment demandé à rencontrer l'un des représentants de la société, mais aucune réponse. Voici donc les questions qu'on aurait aimé poser à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la composition exacte du gaz lacrymogène que vous fabriquez ? Êtes-vous en mesure d'affirmer qu'il n'y a aucun risque pour les personnes qui respirent ce gaz lacrymogène ? Merci pour vos réponses. Impossible donc de savoir les composants et la concentration du gaz lacrymogène que fabrique Alcetex, ainsi que les effets que peuvent subir le corps humain sur le long terme. Malgré ce manque d'informations, cela n'empêche pas une utilisation intensive de gaz lacrymogène. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est leur arme préférée. Le 1er décembre à Paris, face aux Gilets jaunes, c'est plus de 8000 grenades lacrymogènes qui ont été utilisées. Un danger pour les manifestants, mais également pour les policiers, qui ne savent pas non plus à quoi ils s'exposent concrètement. Nous avons rencontré l'un d'eux. Il souhaite rester anonyme, nous l'appellerons Christophe. Vous n'entendrez pas sa voix non plus, mais c'est son témoignage mot pour mot. Christophe est CRS depuis plus de 20 ans. Il est responsable des armes et munitions au sein de son unité. Il a participé à toutes les manifestations des Gilets jaunes et a donc utilisé beaucoup de grenades lacrymogènes. Moi, je vous avouerai, j'ai plus de 20 ans de police, je suis habitué au gaz, je sais gérer ses effets. Il y a des personnes qui sont plus résistantes que d'autres aux effets du gaz, même chez les forces de l'ordre. Ça peut avoir son intérêt si c'est bien utilisé pour disperser des groupes hostiles. Oui, c'est énorme la quantité de grenades qui a été utilisée. Après, ce n'est pas au même endroit. Nous, les forces de l'ordre, on emploie le matériel qu'on nous met à disposition. Ce n'est pas nous, fonctionnaires de police, qui décidons de tel ou tel matériel. Si demain le gouvernement nous dit « vous n'utilisez plus de lacrymogène », on prendra ce qu'on nous donne. Il faut arrêter un moment de blâmer la police pour tout et n'importe quoi, et il faut voir du côté du gouvernement. En effet, les forces de l'ordre françaises sont les plus armées d'Europe dans les missions du maintien de l'ordre. C'est notamment le seul pays du continent à avoir recours à la grenade lacrymogène instantanée, la fameuse GLIF-4. Une arme qui délivre une charge explosive constituée de 25 grammes de TNT, en plus du gaz lacrymogène. Classée dangereuse, elle est interdite dans les autres pays d'Europe. Nous avons sollicité à plusieurs reprises le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, afin de comprendre pourquoi
nos gardiens de la paix avaient tant besoin d'être armés face aux civils. Aucune réponse ne nous a été apportée. Nous nous sommes donc rendus au vœu de la nouvelle année du syndicat SGP Police FO, où Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, est venu faire un petit discours. De manifestants casseurs qui évoqueraient des légitimes défenses pour taper, pour violenter, pour vouloir tuer des policiers. Non, non. L'État, et donc vous, êtes les seuls légitimes à pouvoir opposer la force. C'est la force de l'ordre. Et il n'y a pas de liberté dans un pays comme le nôtre sans ordre public. Et vous incarnez l'ordre public. Monsieur Castaner, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Castaner. Yannis Soldi, journaliste du média. Juste une petite question à vous poser. Notre police est aujourd'hui la plus armée d'Europe dans les missions du maintien de l'ordre. Comment l'expliquez-vous? Pardon, messieurs. Merci beaucoup. Nous n'aurons jamais de réponse de la part du ministère de l'Intérieur. Afin de comprendre le maintien de l'ordre à la française, nous sommes allés à la rencontre de l'ACAT. Dans un rapport sur les violences policières, l'association a notamment souligné qu'entre 2010 et 2013 a été mis en place un projet européen afin de construire une autre doctrine du maintien de l'ordre moins violente envers les manifestants. Un projet qui comprend des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne. En Grande-Bretagne, quand il y a des interpellations parce qu'il y a des infractions qui sont commises par des manifestants, avant que la police intervienne pour arrêter, des agents de dialogue, c'est un peu dialogue unit, vont dans la manifestation expliquer, voilà, la police va venir parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, la police intervient, interpelle, et les officiers de dialogue continuent à expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi c'est important. Un programme auquel la France n'a pas souhaité participer. En France, on a une doctrine, une philosophie qui a été développée fin 19e, début 20e siècle, où on voit la foule comme un groupe opaque, avec un leader, et en gros, la foule est bête, elle suit son leader. La psychologie des foules qui se développe notamment en Allemagne à la fin du XXe siècle, c'est que, oui, la foule, elle peut être opaque, mais c'est des individus qui sont dotés de raison et qui réfléchissent seuls, et qui finalement ont tendance à se solidariser quand ils se sentent attaqués par un autre groupe. D'où l'importance finalement pour les forces de l'ordre de ne pas traiter la foule comme un bloc unique, mais vraiment aller prélever ceux qui posent problème, mais en garantissant l'intégrité et le droit de manifester de ceux qui ne posent aucun problème. Le dernier élément, c'est la facilitation, c'est-à-dire que les manifestations doivent être facilitées, protégées, quand bien même elles ne sont pas prévues, pas déclarées, etc. Ça ne peut pas être un critère d'empêcher une manifestation parce que toutes les obligations légales n'auraient pas été respectées au préalable. Pour le moment, on estime que le maintien de l'ordre à la française aurait fait au moins 2000 blessés parmi les manifestants, dont une centaine de blessés graves. Une doctrine que le gouvernement ne semble pas vouloir abandonner de sitôt. Je m'appelle Pascal, j'ai 38 ans, je suis enseignant et je suis administrateur de la page Le Nombre Jaune. Alors, le nombre jaune s'occupe donc du comptage à partir de plusieurs informations que l'on recoupe. Donc, nous avons des référents dans chaque département. Ces référents nous font remonter donc, des chiffrages, soit parce que les personnes sont sur place, comptent au début de la manifestation, se placent au début, et sur toute la longueur, soit par rangée, soit un par un avec un bip. Ils nous remontent un comptage assez précis. Il y a aussi les photos et les vidéos qu'ils peuvent faire. Nous nous appuyons également sur la presse locale, qui donne effectivement des chiffres sur des départements dont on parle moins, des villes dont on parle moins, des petites villes même également. Lorsqu'il y a 10 personnes sur un rond-point, eh bien on essaie aussi de les remonter. On comptabilise vraiment l'ensemble. Alors, on ne connaît pas la technique employée par le ministère de l'Intérieur. Il est certain qu'ils doivent principalement s'appuyer sur les très grandes villes, moins sur les villes moyennes ou encore moins les petites villes ou les ronds-points. Même sur les grandes villes, on arrive aussi à des chiffres qui sont différents. Les remontées, les vidéos, les photos prouvent bien que le nombre de manifestants est beaucoup plus important, parfois 2 fois, parfois un peu moins. On essaie quand même d'être le plus objectif possible, évidemment. On n'a pas des chiffres comme pour les manifestations encadrées par des syndicats où ça peut être 10 fois supérieur à ce que le ministère de l'Intérieur donne. On reste dans un 2 à 3 fois plus de manifestants que ce que le ministère de l'Intérieur nous donne. Parce qu'il est important pour la crédibilité du mouvement, sachant que le ministère de l'Intérieur est le seul à donner un chiffre. C'est une bataille d'images, c'est une bataille d'idées, mais c'est aussi une bataille de chiffres sur laquelle il n'y a qu'un candidat, qu'une personne qui s'exprime. Il est important qu'on puisse, nous aussi, apporter un chiffrage cohérent.
Non, non, au contraire. Donc, avec l'acte 7, il y avait effectivement, nous, de notre compte, 123 000 manifestants contre 50 000 pour le ministère de l'Intérieur. Ça a augmenté à nouveau sur l'acte 8 et sur l'acte 9, puisqu'on est monté, nous, à 159 000 manifestants contre 82 000 ou 4 000 pour le ministère de l'Intérieur. C'est une forte reprise du mouvement et il est probable que ça continue. En tout cas, on est là pour les compter et on compte sur nous pour compter.